Depuis la nuit des temps, l'homme rêve de repousser ses propres limites, être plus fort, plus rapide et vivre plus longtemps. Dans les mythes antiques, Hercule incarnait déjà cette force démesurée. Et les dieux de l'Olympe, quant à eux, défiaient le temps. Ils étaient immortels et insensibles face aux faiblesses humaines. Ces récits anciens traduisaient une obsession universelle, l'envie d'échapper à la condition humaine, de briser les chaînes du corps et de la mort. Mais aujourd'hui, ces rêves ne dorment plus dans les légendes. Ils avancent désormais dans nos laboratoires et ils se glissent dans nos fictions modernes. En 1997, un film marquant a donné forme à cette obsession, Gattaca. Dans cette fiction, on nous présente un monde où ton avenir est écrit dans tes gènes, où ton ADN, bien qu'un simple code biologique, devient une sentence gravée dans ton corps. Dans ce futur imaginaire, les enfants conçus naturellement sont relégués aux marges, condamnés à des emplois subalternes. Quant aux autres, optimisés dès la naissance, montent vers l'élite, programmés pour réussir. C'est une perfection froide, implacable, qui réduit l'humain à une séquence de chiffres. En regardant ce film, une question persiste. Si demain, la science nous donnait ce pouvoir, celui de choisir les gènes de nos enfants, aurions-nous vraiment la force de dire non? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelques années plus tard, en 2014, un autre film intitulé Transcendance a déplacé les frontières. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de modeler le corps humain, mais plutôt de sauver l'esprit. Un scientifique condamné par une maladie transfère sa conscience dans un super ordinateur. Son corps disparaît, toutefois, ses souvenirs, son intelligence, son essence même semblent continuer à vivre dans les circuits. Là encore, plusieurs questions reviennent. Est-ce une victoire sur la mort, une promesse d'immortalité numérique, ou bien l'illusion effrayante où l'homme se dissout en devenant une ombre de lui-même? Car si je survis sans mon corps, sans mes limites, sans mes sensations, suis-je encore moi? Et ce dilemme n'appartient pas qu'au cinéma. Dans l'univers DC Comics, il prend le visage d'un super-héros, connu par certains d'entre vous, j'en suis sûr. Et oui, il s'agit bien évidemment de Cyborg. Créé en 1980, puis porté sur le grand écran dans les années 2010 avec la Justice League. De son vrai nom, Victor Stone est un jeune athlète brisé par un accident. Son père, qui est un scientifique, le sauve en reconstruisant son corps grâce à des prothèses cybernétiques. Victor devient alors un être hybride, mi-homme, mi-machine. Il est plus fort que jamais, capable de se connecter à toutes les technologies, doté de pouvoirs inédits, mais derrière ses exploits, une question l'obsède. Suis-je encore un homme ou bien autre chose? Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ces récits, qu'ils viennent du grand écran ou des pages de comics, ne sont pas de simples divertissements. Ils sont des miroirs, ils reflètent nos désirs et nos peurs les plus intimes. Car derrière eux, une question se dessine. Et si ces mondes n'étaient pas de la fiction, mais les prémices de notre avenir? Alors, avant qu'on plonge ensemble dans ce voyage entre promesses et inquiétudes, si ce type de réflexion te parle, si tu veux continuer à explorer ces histoires qui nous concernent tous, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à la partager autour de toi. Chaque geste compte, même modeste. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui le font déjà. Sur ce, installe-toi confortablement parce que ce dont nous allons parler dépasse de loin la fiction. Le transhumanisme, en quelques mots, c'est l'idée que l'homme peut dépasser sa propre nature grâce à la science et à la technologie. Non pas en attendant l'évolution naturelle, qui est lente et incertaine, mais plutôt la provoquer, l'accélérer et la diriger. Le mot lui-même n'est pas récent, il a été employé pour la première fois en 1957 par Julian Huxley, biologiste et philosophe britannique, frère d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Dans un essai fondateur, il affirmait que l'humanité n'était pas une fin en soi, mais une transition. Selon lui,
l'homme devait apprendre à se transcender lui-même grâce à ses propres outils. Une idée radicale qui consiste à voir l'humain non comme un aboutissement, mais comme une étape. Et depuis, cette vision n'a cessé de grandir, car derrière ce mot se cachent des promesses vertigineuses. La première, c'est de repousser les limites de la vie, allonger la durée de l'existence, reculer le vieillissement et pourquoi pas atteindre une forme d'immortalité numérique. Imaginez que la mort ne soit plus une fatalité, mais un problème technique à résoudre. La deuxième promesse, c'est l'éradication de la maladie. Avec la thérapie génétique, les nanotechnologies et les promesses bioniques, se dessine le rêve d'un corps réparable à l'infini, comme une machine dont on remplacerait les pièces usées. Plus de cécité, plus de paralysie et surtout très important, plus de cancer incurable non plus. La troisième promesse, c'est l'augmentation des capacités cognitives. Avec une mémoire décuplée, un apprentissage accéléré et une intelligence amplifiée par des implants neuronaux, l'homme pourrait stocker des bibliothèques entières dans son esprit et résoudre des problèmes complexes en un instant. Enfin, la quatrième promesse, c'est l'augmentation des capacités physiques. L'exosquelette, modification génétique, capteurs sensoriels, tout ce qui nous permettrait de courir plus vite, voir dans l'obscurité et entendre au-delà des limites naturelles. L'homme serait affranchi de ses faiblesses et remodelé à l'image de ses propres désirs. Mais derrière ces promesses, il y a des voix, des figures, des penseurs qui en ont tracé les contours. Parmi eux, Ray Kurzweil, ingénieur et futurologue américain, connu également pour être le prophète de la singularité. Il affirme que vers 2045, l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine. À ce moment-là, dit-il, la fusion entre l'homme et la machine deviendra inévitable. Pour lui, ce n'est pas une question de si, mais de quand. À l'opposé, Nick Bostrom, philosophe suédois, fondateur de Humanity Plus et de l'Institut for Ethic and Emerging Technology, insiste sur les risques existentiels. D'après lui, l'homme peut se dépasser, mais si ce dépassement échappe à notre contrôle, il pourrait signer notre perte. Pour lui, le transhumanisme doit être encadré et réfléchi et maîtrisé. En France, le mouvement Technoprog défend une approche dite technoprogressiste. Ils défendent l'idée que le progrès ne doit pas être réservé à une élite, mais accessible à tous, encadré démocratiquement au service de la justice sociale. Et plus récemment, Augustin Frey-Trapp a publié en 2025 un manifeste plaidant pour une reconnaissance morale et juridique des intelligences artificielles avancées. Pour lui, si l'homme fusionne avec la machine, il doit aussi apprendre à vivre avec des entités non humaines, à leur accorder des droits et à penser à une cohabitation. Vous en conviendrez, ces penseurs ne sont pas tous d'accord. Certains rêvent d'un saut inévitable vers une humanité supérieure, d'autres craignent une dérive incontrôlable, mais tous partagent une même conviction. L'homme n'est pas une fin en soi, mais une transition, une étape vers quelque chose qui le dépasse. Mais chaque rêve a son revers, car ce projet d'un homme augmenté, immortel, fusionné à la machine, s'accompagne aussi d'ombres, de doutes et de risques profonds. Rêver d'un homme augmenté est grisant, mais quand on quitte la fiction et qu'on observe ce qui existe déjà, l'émerveillement se brouille. Derrière chaque promesse, une ombre se dessine. Depuis des années, les chercheurs tentent d'effacer la frontière entre l'esprit et la machine, et parfois on a l'impression d'y être déjà. En 2023, la FDA américaine a donné son feu vert à Neuralink, l'entreprise de Elon Musk, pour tester ses implants cérébraux sur des humains. Quelques mois plus tard, en 2024, le premier volontaire, Nolan Arbug, paralysé depuis un accident, déplaçait un curseur sur un écran par la seule force de sa pensée. Il jouait à des jeux vidéo sans bouger le moindre muscle. Je pense que vous en conviendrez. L'image est saisissante. Un homme enfermé dans son corps qui retrouve un geste, une autonomie grâce à la technologie. Et pourtant, la réalité n'a pas tardé à rattraper le rêve.
certains fils de l'implant se sont rétractés dans son cerveau, compromettant le fonctionnement du dispositif. Derrière le miracle, on en tire une leçon. Même les révolutions commencent avec leurs failles. D'autres innovations paraissent tout aussi bouleversantes. Les exosquelettes par exemple, qui permettent à une personne paralysée de se lever et de marcher à nouveau. Ou encore ces prothèses bioniques qui ne se contentent plus de remplacer un membre manquant, mais qui redonnent aussi une sensation tactile. On ne parle plus seulement de réparer, mais d'améliorer. Et déjà, nous constatons que la frontière entre soins et augmentation devient de plus en plus floue. Mais la technologie la plus fascinante et aussi la plus inquiétante à la fois reste peut-être CRISPR. Imaginez un ciseau microscopique capable de couper, de corriger et de réécrire le code de la vie comme un éditeur corrige une faute de frappe sur un texte. Ce pouvoir, je vous assure qu'il est bien réel. En 2018, un chercheur chinois nommé He Jiankui a annoncé la naissance de deux jumelles dont il avait modifié l'ADN pour les rendre résistantes au VIH. L'annonce a provoqué une onde de choc mondiale. À votre avis, était-ce une prouesse médicale ou une transgression éthique irréparable? En tout cas, la communauté scientifique a dénoncé son geste. Mais le symbole est là. Nous avons désormais les moyens de remodeler l'homme avant sa naissance. Et la question brûlante plane encore. Jusqu'où serions-nous prêts à aller? Francesca Tabor, dans un essai publié en 2025, imagine qu'à l'horizon 2040, la fusion homme-machine pourrait être devenue réalité. 20 ans à l'échelle de l'histoire humaine, ce n'est rien. Et pourtant, ce futur ne révèle plus seulement de la science-fiction, des interfaces neuronales, des implants rétiniens ou encore des thérapies génétiques, autant de briques déjà posées, mais qui attendent encore de s'assembler. La vraie question est là. Quand la technologie nous ouvrira toutes ses portes, aurons-nous la force de choisir lesquelles franchir? Car les promesses fascinent. Qui n'a jamais rêvé de voir plus loin, d'apprendre plus vite, de retenir tout ce qu'il lit? Certains implants neuronaux promettent déjà d'amplifier la mémoire, certaines IA d'assister notre cognition et de nous aider à raisonner et à créer. Et pourtant, ces miracles ne sont accessibles qu'à une poignée de privilégiés. Des prototypes très coûteux, encore fragiles, réservés à des laboratoires ou à des patients triés. L'homme augmenté pour l'instant est un luxe d'exception, loin d'être une révolution universelle. Et puis, derrière ces promesses se cachent des inquiétudes plus vertigineuses. Ray Kurzweil, que j'ai cité précédemment, affirme que d'ici 2045, l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine. La fameuse singularité. Ce moment où les machines ne seront plus de simples outils, mais des entités capables de créer, d'inventer et de s'améliorer sans nous. Pour lui, ce n'est pas une hypothèse, mais une certitude. Cependant, Nick Bostrom, que j'ai cité tantôt également, voit dans ce scénario un risque existentiel. Dans son ouvrage Super Intelligence, il met en garde. Si l'homme perd le contrôle de ses créations, c'est son destin même qui pourrait lui échapper. Alors, le transhumanisme serait-il une promesse de dépassement ou un pas vers l'abîme? Et même si cette singularité n'arrivait jamais, les risques immédiats restent immenses. Imagine un monde divisé entre ceux qui auront accès aux implants les plus sophistiqués et ceux qui n'auront jamais le droit. Les premiers deviendront des élites augmentées, les seconds des laissés pour compte. La fracture ne se mesurerait plus seulement en revenus ou en diplôme, mais en biologie même. Une ligne invisible mais infranchissable séparerait alors les humains entre eux. Car si nous commençons à nous voir comme des machines à optimiser, des assemblages de pièces qu'on peut réparer, remplacer ou encore améliorer, que restera-t-il de ce qui fait de nous des êtres humains? Parce que notre vulnérabilité, nos limites et nos faiblesses font partie intégrante de notre identité. Les effacer, n'est-ce pas effacer une part essentielle de ce que nous sommes? Les traditions religieuses et philosophiques s'emparent d'ailleurs de ces questions. Le transhumanisme défie l'idée millénaire que l'homme comme image de Dieu, fragile et unique.
Il propose au contraire une surhumanité débarrassée de ses imperfections, une humanité triée et optimisée. Mais derrière ce rêve se profile une tentation dangereuse, celle de l'eugénisme. Choisir les gènes des enfants, effacer les défauts, fabriquer des individus à la carte, ce qui, dans un laboratoire, peut sembler une prouesse médicale, mais pourrait vite devenir un instrument de contrôle social. Et même parmi les experts, les voix sceptiques se font entendre. Yann LeCun, pionnier de l'intelligence artificielle, le répète. L'IA, aussi puissante soit-elle, ne reproduira jamais la richesse de la conscience humaine. Elle calcule, mais elle ne ressent pas. Elle apprend, mais elle ne comprend pas. Jeff Hawkins, neuroscientifique, partage ce scepticisme. Pour lui, le cerveau obéit à des dynamiques biologiques impossibles à réduire à de simples algorithmes. Autrement dit, la singularité prophétisée par Kurzweil pourrait bien rester une chimère. Mais même si elle ne vient jamais, les technologies que nous développons suffisent déjà à bouleverser nos vies et parfois à les menacer. Ainsi le tableau s'assombrit. D'un côté, des miracles qui paraissaient impossibles hier et qui sont déjà réels. De l'autre, des risques colossaux, des dérives qui nous guettent. Le transhumanisme fait rêver, mais il fait aussi trembler, car à chaque promesse répond un doute, et derrière chaque progrès se cache un vertige. Alors, que restera-t-il de nous, une fois que nous aurons franchi cette frontière? Parce que le transhumanisme n'est pas une prophétie figée, ce n'est pas un destin déjà écrit que nous aurions plus qu'à subir, c'est une aventure incertaine, une expérience à ciels ouverts où l'humanité s'avance sans carte ni boussole. Un laboratoire immense étendu à la planète entière où nous testons les limites de ce que nous sommes et de ce que nous pourrions devenir. Et c'est là tout le paradoxe. Car derrière chaque innovation, derrière chaque promesse de science se cache une question plus profonde. Voulons-nous réellement franchir ce pas? Et si oui, à quelles conditions? Imaginons d'abord le scénario le plus lumineux, celui où l'humanité aurait su apprivoiser ses propres créations. Dans ce futur, les maladies ne seraient plus qu'un souvenir. Le cancer, Alzheimer, Parkinson, autant de fléaux qui appartiendraient aux archives de la médecine. Le vieillissement, lui, serait repoussé, peut-être même ralenti au point que la mort ne serait plus vécue comme une fatalité, mais comme un choix. Dans ce monde, les augmentations cognitives et physiques seraient accessibles à tous, non pour créer une élite, mais pour abolir les inégalités. Un enfant né à Dakar aurait les mêmes chances d'apprendre, de se soigner, de développer son potentiel autant qu'un enfant né à Paris ou à Tokyo. La technologie deviendrait un outil d'inclusion, une promesse tenue d'égalité. Une humanité augmentée, oui, mais aussi réconciliée. Mais il existe aussi un autre visage possible, bien plus sombre. Un monde où les augmentations seraient réservées à une minorité riche, formant une nouvelle aristocratie biologique. Ces êtres que je qualifierais de supérieurs seraient intouchables, dotés de capacités physiques et intellectuelles inaccessibles au reste de la population. Face à eux, des milliards d'êtres humains laissés naturels, condamnés à regarder l'écart se creuser sans jamais pouvoir le combler. Dans ce futur dystopique, la fracture ne serait plus économique ou sociale, elle serait inscrite dans la chair même. L'humain deviendrait une marchandise, ses gènes, ses émotions, ses données intimes transformées en capital. La vie privée disparaîtrait, avalée par les géants technologiques. Et dans ce monde militarisé, où les exosquelettes et les implants serviraient d'abord à perfectionner la guerre, l'homme ne serait plus le maître de ses créations, mais malheureusement leurs outils. Ces deux futurs dystopiques reposent sur une série de choix que nous ne pourrons pas éviter. Faut-il laisser les technologies aux mains d'une poignée de géants ou les rendre accessibles à tous, comme un bien commun? Faut-il accepter que nos gènes, nos cerveaux, nos émotions deviennent des données exploitables ou décider qu'ils nous appartiennent, intangibles et inviolables? Faut-il faire de l'augmentation un privilège réservé à une minorité ou un droit universel? Et surtout, voulons-nous rester humains avec nos fragilités et nos limites ou accepter de devenir autre chose? Une chose est sûre,
Le transhumanisme nous tend un miroir. Il reflète moins nos machines que nos valeurs. Il nous oblige à répondre à une question que nous avons longtemps repoussée. Qu'est-ce qui fait que nous sommes encore humains? Est-ce notre corps, nos émotions, notre vulnérabilité? Ou bien sommes-nous prêts à tout réinventer, quitte à perdre cette identité qui nous lie depuis toujours? Ce qui est certain, c'est que le futur ne décidera pas à notre place. Les machines ne feront pas les choix. Ce sont les nôtres, collectivement. Chaque loi, chaque régulation, chaque garde-fou posé ou abandonné pèsera dans la balance. Le transhumanisme n'est pas un courant inéluctable, c'est une route. Et cette route, c'est nous qui la dessinons, pas à pas. Elle peut prolonger l'humanisme, donner un sens nouveau à la dignité, à la justice et à la liberté. Mais elle peut aussi les détruire. Alors, que voulons-nous construire? Une humanité renforcée, plus égale, plus solidaire ou une humanité structurée, asservie par ses propres créations? La réponse ne se trouve pas dans les laboratoires, mais dans nos choix collectifs. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que ces technologies te donnent de l'espoir ou de la crainte? Est-ce que tu y vois une promesse à embrasser ou une menace à repousser? Ce débat, il ne peut pas être confisqué par quelques experts ou quelques entreprises. Il doit nous appartenir à tous. Alors, n'hésite pas à partager ton avis en commentaire, à liker cette vidéo et si elle t'a fait réfléchir, à la partager autour de toi pour nourrir le débat. Et bien sûr, à t'abonner si tu veux continuer à explorer ces récits qui nous concernent tous. Chaque geste compte pour que cette réflexion circule et grandisse. Sur ce, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Parce qu'au bout du compte, ce qui importe, ce n'est pas de savoir si nous serons augmentés, mais si nous resterons humains.